Bonsoir, nous sommes le vendredi 23 août 2014 et nous sommes à la Bibliotheca Astrologica, rue de la Providence. Je vais vous parler ce soir de la nécessité de réfléchir sur les modes d'emploi. En fait, il y a il y a un problème de transmission qui se pose. On peut transmettre un objet, mais ne pas transmettre son mode d'emploi. Donc on peut jouer sur les mots, on dit oui, j'ai bien l'objet, je ne sais pas à quoi il sert. C'est une question que je me suis souvent demandée en astrologie. Savons-nous à quoi servent les dispositifs qui nous sont parvenus? C'est bien joli de les transmettre, de les perpétuer, à la lettre, sans oublier un seul iota, si on peut dire. Mais, que se passe-t-il si on ne sait pas à quoi ça sert? Alors, je voudrais prendre un exemple en linguistique. Par exemple, l'emprunt linguistique. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la linguistique. L'emprunt linguistique que fait une langue à une autre langue. Par exemple, l'emprunt que fait l'anglais au français. L'autre jour, je réfléchissais, je me disais, mais tous ces mots anglais qui sont terminés en ED, c'est passé, c'est prétérit, etc. C'est adjectif aussi, quelque part. Limited, par exemple, wanted. Ce sont des finales françaises. Parfois, on a des finales françaises, même avec des verbes qui ne sont pas français, comme the wanted. Eh bien, en réalité, ça ne devrait pas se prononcer ED. Parce qu'en français, le ED se prononçait E. Par exemple, en ancien français, on disait les blés, B-L-E-D-S. Ça se prononçait les blés, comme aujourd'hui. Donc l'accent aigu que nous avons en français dans tous ces participes, cacher, manger, etc., remplace, vous savez que l'accent remplace toujours une consonne, remplace le D. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille prononcer le D. Et donc quand les Anglais nous empruntent la fameuse ED, ben, ils la prononcent mal. Ils la prononcent mal parce que nous, on n'a pas envie de prononcer le D. Et en général, les Français ne prononcent pas, la langue française ne prononce pas une lettre quand elle n'est pas suivie d'une voyelle. Une consonne qui n'est pas suivie d'une voyelle ne se prononce pas en français. Il y a quelques rares exceptions, comme quand on dit par exemple je vais au parc des princes, mais en réalité il faut dire au parc des princes. Enfin le C, dans le cas du C, il y a beaucoup d'exceptions. Mais en général, on dit je suis fort, je ne dis pas je suis forte. Ou alors ça devient du féminin, il y a un nœud. Donc voilà un exemple simplement pour montrer que la transmission peut être défectueuse. Alors dans certains cas, vous me direz, ça n'a aucune importance. Dans le cas d'une transmission linguistique, qu'est-ce que ça peut faire qu'on utilise mal un mot qu'on emprunte? C'est peut-être pas très important. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'il y a des enjeux linguistiques beaucoup plus importants que cela en réalité. Ça relève de la morphosémantique et on ne peut pas non plus se permettre de faire trop de déformation des mots dont on se sert. Et dans le cas de l'astrologie, puisque c'est notre sujet, c'est beaucoup plus grave, l'enjeu est beaucoup plus grave. J'en ai déjà parlé hier, je crois, à propos du thème natal. Le thème natal, au départ, qu'est-ce que c'était le thème natal? Quel était l'ancêtre du thème natal? Alors, on parle de l'ancêtre au niveau darwinien, l'ancêtre de l'homme,
Mais on peut aussi parler de l'ancêtre d'un système, l'ancêtre d'une technique. L'ancêtre du thème natal, c'était vraisemblablement, tout simplement, le, le fait de regarder le ciel à la tombée du jour. C'est là que le ciel étoilé apparaît. Donc on peut dire sans exagération et sans extrapolation que le thème natal, c'était à l'origine, tout simplement, le fait de regarder le ciel après la tombée de la nuit, à la tombée de la nuit. Et donc on le regardait une fois par 24 heures. Et ce thème valait pour les 24 heures. Par extension, on est passé à autre chose. On est passé à l'idée d'un thème pour l'instant de la naissance, pour l'instant de l'événement. Et donc à ce moment-là, on n'est plus dans le visuel. On n'est plus dans le visuel. On est dans l'intuitif. On capte des énergies, on capte des vibrations. On n'est plus dans le visuel. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, je crois qu'elle a été mise en ligne, je ne sais pas. Effectivement, ce qui au départ, au niveau de la conscience, est visuel, peut progressivement, au niveau du subconscient, devenir invisible, et par conséquent, le critère du visuel initial n'est peut-être pas important. Mais, néanmoins, je ne vois pas là de raison de faire des thèmes individuels, et je crois que c'est très sage de procéder comme Rudyard, par exemple, de diviser en 8 catégories, selon les... de diviser le cycle de la Lune en 8 parties, bon, ça me paraît raisonnable. Ou comme Charles Bellato, Caron Bellato, je ne sais plus comment il s'appelle, Caro Volante, de faire la lunaison qui précède le moment de la naissance. Je crois ce n'est pas bon de croire que le thème natal, le thème, nous polarise nécessairement sur le moment, sur un instant T à préciser exactement. Je pense que beaucoup d'astrologues qui ont réfléchi s'aperçoivent que il est bon que l'astrologie opère des classements, mais pas au niveau individuel. D'ailleurs, un classement au niveau individuel, ça ne veut rien dire. Classement, ça veut dire regroupement. Alors, on ne peut pas regrouper des cas particuliers. C'est un premier point que je voulais signaler. Un deuxième point, c'est la question de l'analogie. C'est-à-dire que il faut être capable de rapprocher des notions qui, pour le commun des mortels, sont complètement séparées et qui, pour nous, astrologues, se recoupent. Ça, c'est une question. Alors, ça demande d'être linguiste, ça demande d'être philosophe, ça demande d'être capable de généralisation, mais ça me paraît nécessaire. Par exemple, quel rapport y a-t-il entre des liens au sein d'un couple et les liens au niveau des États? Et qu'est-ce qui correspond à une rupture au niveau des États? Qu'est-ce qui correspond à une alliance au niveau des États? Voilà, c'est une idée de transposer intelligemment un module à une petite échelle et de le situer sur une autre échelle. Par exemple, on ne peut pas comprendre, à mon avis, ce qui s'est passé en 1989, lorsque un certain nombre de pays d'Europe de l'Est se sont séparés de la Russie. C'était un divorce. Donc ça rentre dans une logique de divorce, de séparation. C'est-à-dire qu'on reprend sa liberté, et voilà, donc c'est quelque chose qui se termine, une relation qui se termine. Et qui d'ailleurs pourrait reprendre, puisque on voit qu'il y a des velléités de reprise actuellement. Et inversement, justement, il y a des périodes où, dans une logique d'expansion, de liens, de créer des liens. Alors créer des liens, par exemple, l'armistice de 1940 a établi des liens entre la France, des liens forcés, des liens entre la France et l'Allemagne, par exemple. Donc il y a des périodes où on a parlé d'ailleurs de collaboration, c'est une notion de conjonction. Donc il y a la conjonction génère des liens entre des
personnes, ou des structures, personnes physiques ou personnes morales. Et la disjonction tend à couper, à distancier ces liens, et donc à aboutir à des séparations. Le mot séparation est un mot qui vaut aussi bien au niveau de la vie politique qu'au niveau de la vie privée. À ce propos, je voudrais quand même terminer sur une sorte de paradoxe qui me turlupine un petit peu, à savoir que dans certains cas, on ne sait pas toujours si une séparation n'est pas aussi liée à une union. En fait. On peut parfois s'unir avec quelqu'un et se séparer d'une autre personne. Donc, l'astrologue doit être conscient de ces pièges, mais aussi il ne doit pas profiter de cette ambivalence, cette polysémie du langage, parce qu'autrement, quoi qu'il dise, il retombera toujours sur ses pattes. Si je dis à quelqu'un, je vois que vous allez vous séparer, et ben oui, mais il va peut-être se séparer, mais aussi va peut-être aller avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'aller avec quelqu'un d'autre, ça n'est pas aussi déclencher une séparation? Donc, on s'aperçoit que c'est pas la question du langage, mais c'est la vie elle-même est ambivalente. Comment résoudre c'est une aporie, c'est presque une sorte de, vous savez, ces fameux sophismes comme ça. C'est des situations où on n'a pas réellement de solution. La seule chose qu'on puisse dire, c'est éventuellement que dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de la séparation, et on pense un peu à l'alchimie, solve coagula. Toute séparation conduit quelque part à aller vers autre chose. Et toute façon d'aller autre chose conduit à une séparation, ou implique une séparation. Voilà un peu un casse-tête auquel quand on est honnête, on est confronté. Alors Barbeau, il avait résolu le problème en disant 1989, ce sera important. D'autres diront c'était un moment grave. Ben, évidemment, c'est pas mal parce qu'en fin de compte, comme ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi bien, par exemple, quand Barbeau en 52 ou 53 a mis en avant la conjonction Saturne-Neptune dans 36 ans plus tard, il était aussi dans son type de raisonnement, dans les précédents qu'il avait apportés pour les dates antérieures, ça pouvait être n'importe quoi. Il fallait que ce soit marquant pour l'URSS, pour la Russie, mais ça pouvait être absolument n'importe quoi. Hein, ça pouvait être aussi bien bon que mauvais, aussi bien un accroissement qu'un retrait. Alors, c'est la question de savoir, est-ce que l'astrologue, face à des situations comme ça qui sont relativement ambivalentes, est-ce qu'il est capable de trouver le ton juste? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de dire quelque chose qui ne soit pas n'importe quoi? Il faut éviter, en tout cas, d'employer des expressions dont on sait très bien qu'elles peuvent être inversées. C'est pas la peine. Il ne faut pas se moquer du monde. Si je dis qu'actuellement, on est dans une phase d'invasion, mais d'invasion au sens aussi bien d'invasion aussi bien dans le sens de l'annexion. L'annexion, faire couple avec quelqu'un, c'est une annexion. C'est créer un lien entre deux personnes. Comme tout à l'heure, on prenait l'exemple de créer un lien entre deux pays. Bon. Généralement, dans un couple, ça se passe plus ou moins volontairement. Entre pays, ça se passe parfois de manière plus violente. Et même dans les couples, il peut y avoir aussi des formes de violence, de viol, etc. Ça peut aussi bien être diplomatique, comme pour l'Union européenne, que militaire, etc. Et bien dans la vie privée aussi, ça peut être les deux, ça peut être le mariage, ça peut être quelque chose de plus violent, de plus brutal.
Donc, je peux dire qu'effectivement, actuellement, on se prépare pour 2 années d'alliances, de liens qui se font, bilatéraux, etc. Enfin, peu importe. Mais en même temps, ça peut vouloir dire aussi une séparation. Je vais prendre un exemple idiot. Enfin, idiot. Imaginons que l'Allemagne et la France décident de s'unir, de faire un binôme puissant. Une simple hypothèse, simplement pour m'exprimer. Cette décision-là aurait certainement des effets sur l'ensemble de l'Union européenne. Ça serait des effets déstabilisants d'une certaine mesure parce que, quelque part, ils se mettraient en retrait par rapport à la dynamique fédérale, par le processus bilatéral qu'ils auraient ainsi créé. Et inversement, à d'autres périodes où il peut y avoir des séparations, ces séparations peuvent faciliter aussi d'autres unions. On sait très bien dans la vie privée que quand on rencontre quelqu'un, il doit, même s'il y a quelque chose, même si cette personne est libre quelque part pour vous, elle est aussi marquée par son passé. Et donc quelque part, elle va devoir faire le deuil de ce passé. Elle ne l'aura peut-être pas fait avant de vous avoir rencontré. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.